Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition d'information en langue française sur Afrique Média. Merci également de nous recevoir chez vous. Place au procès de Laurent Gbagbo où les audiences ont repris devant la CPI ce 12 novembre 2018 à La Haye, c'est aux Pays-Bas. Et donc la défense qui dit justement que l'histoire a été biaisée a donc demandé l'acquittement de l'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. C'est un reportage signé par Linda Ndedi. Laurent Gbagbo doit retrouver sa liberté, car aucune preuve tangible n'a pu être retenue contre lui. C'est en ces termes que les avocats de l'ex-président ivoirien ont contre-attaqué à la reprise de son procès à la Cour pénale internationale. Pour la défense, Laurent Gbagbo n'est qu'une victime, car tous les témoignages reçus jusqu'ici font état de ce que c'étaient des rebelles qui attaquaient et les forces de sécurité de Côte d'Ivoire qui se défendaient, et non le contraire. Une réalité qui visiblement en croire la défense que le procureur tente par tous les moyens à cacher. Il s'agit d'une attaque planifiée contre les institutions devant permettre à l'actuel président ivoirien de se saisir du pouvoir par la force. Explique sans cesse la défense qui, en octobre déjà, avait demandé un non-lieu total et un jugement d'acquittement pour toutes les charges et pour tous les modes de responsabilité, ainsi qu'une libération immédiate. À titre de rappel, Laurent Gbagbo est poursuivi pour des crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Une crise au cours de laquelle plus de 3000 victimes ont été décélées selon les Nations Unies. En République démocratique du Congo, il n'a fallu que 24 heures aux opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour se désengager de l'accord de Genève. Un accord qui a donc désigné dimanche dernier Martin Fayulu comme candidat unique de l'opposition, ceci pour la présidentielle prévue pour le 23 décembre 2018. Les détails dans ce reportage signé par Lydia Ndidi. Ne font pas confiance en Martin Fayulu, le représentant dans la course pour le fauteuil de Kinshasa. Les deux leaders de l'opposition se solidarisent de leurs confrères. Ils se retirent de l'accord de Genève qui a désigné dimanche Martin Fayulu comme le candidat unique de l'opposition congolaise pour les élections de décembre prochain. Les présidents respectifs de l'UDPS et de l'UNC ont déclaré solennellement retirer leur signature du dit accord signé avec 6 autres opposants à Genève. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe répondraient ainsi à l'appel de leurs militants respectifs. Je cite, « Un parti politique, c'est d'abord sa base. On ne peut se dire leader sans l'adhésion de la base », a déclaré Félix Tshisekedi au micro de la radio Top Congo FM. Je ne peux aller à l'encontre de la base, ce serait signer la mort de ma carrière politique. J'assumerai toutes les conséquences de ce que j'annonce. En colère, la base du parti avait en effet donné 48 heures à Félix Tshisekedi pour se retirer de cet accord, l'appelant à maintenir sa propre candidature en vue des élections de décembre prochain. Quelques heures plus tard, Vital Kamerhe a également annoncé sur Top Congo FM qu'il ne soutenait plus la candidature de Martin Fayulu, je cite, « Pour respecter sa base, j'ai compris le message et j'y réponds favorablement », a ajouté le leader de l'UNC, Vital Kamerhe. Tout semble à refaire au sein de l'opposition congolaise après ce coup de théâtre, unité de l'opposition qui n'a même pas tenu 24 heures. Avant l'accord de Genève, Tshisekedi et Kamerhe avaient été investis candidats à l'élection présidentielle par le congrès de leur parti. Tshisekedi, fils du fondateur de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, passait même pour favori dans la course à la candidature unique de l'opposition, devant Kamerhe. Un sondage le présentait comme le candidat de l'opposition le plus populaire. Une division visible pour quelle candidature de l'opposition? Au Togo, nous intéressons aux législatives 2018.
Les Togolais qui n'ont pas pu s'enregistrer durant le recensement électoral qui s'est déroulé en octobre dernier ont un délai de rattrapage de 3 jours pour se faire enregistrer dans le pays, c'est-à-dire du 16 au 18 novembre 2018. Les Togolais désirent donc de faire acte de candidature, mais qui n'ont pas de carte d'électeur sont autorisés à déposer leur dossier dans un délai qui est allé compléter au plus tard le 19 novembre. Eu égard du souhait de la CEDEAO que tous les citoyens en âge de voter puissent s'inscrire sur les listes électorales, le gouvernement togolais est d'avis que la Commission électorale nationale indépendante puisse procéder à une prorogation exceptionnelle du recensement électoral pour une période maximale de 3 jours sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne l'effectivité du scrutin, la date annoncée est celle du 20 décembre prochain. Nous mettons le cap au Cameroun où le gouvernement camerounais est donc en partenariat avec la Banque mondiale et cette coopération vise à l'amélioration du travail dans plusieurs secteurs d'activité. C'est un reportage signé par Albert Patrick Eya. Financé à hauteur de 50 millions de dollars américains par la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet de développement de compétences pour la croissance et l'emploi au Cameroun, avec pour objectif d'augmenter l'offre et la qualité des compétences requises par le marché du travail camerounais. Voilà qui explique donc la tenue ce 12 novembre 2018 à Yaoundé d'un atelier national d'appropriation du projet d'appui au développement des compétences pour la croissance et l'emploi. Ce projet a 3 objectifs clés. Le premier, c'est d'améliorer la qualité et la pertinence des programmes de formation professionnelle. Le deuxième, c'est de renforcer l'équité et l'accès à la formation professionnelle afin que celle-ci soit étendue à toutes les couches de la population. Il s'agit vraiment d'une approche inclusive qui ne va exclure personne. Le troisième objectif, c'est d'améliorer la transparence du secteur de la formation professionnelle. Il s'agit donc d'un atelier d'appropriation qui était présidé par le secrétaire général de ce département ministériel au nom du ministre empêché. Et pour ce qui est donc de l'utilité mais aussi de l'importance même de ce projet qui entend donc ainsi arrimer le Cameroun à ce qui se fait dans le reste du monde, voici les explications du secrétaire général. La formation professionnelle n'est plus faite au pif, elle est faite selon les besoins des entreprises. Alors ce projet vient accompagner l'État, vient accompagner le gouvernement à mettre en place des structures qui forment en fonction des besoins des entreprises dans les secteurs qui ont été ciblés. Le secteur tel que le bâtiment, les travaux publics, le numérique, le textile et l'agro-industrie. Dans son ossature, l'atelier d'appropriation a comporté non seulement l'explication du contexte qui a favorisé la sollicitation de la Banque mondiale pour le développement du dit projet, mais aussi sa présentation en fond et en comble, sans oublier la présentation des arrangements institutionnels de mise en œuvre du projet tel que discuté et adopté, ainsi que les explications des différents mécanismes de financement du dit projet, en passant par la présentation de ce que seront les prochaines étapes pour la mise en œuvre de ce projet. L'espoir est donc que la masse de jeunes désœuvrés et mal formés, mais aussi pour la formation continue, vont désormais trouver avec la mise en œuvre du PADES une véritable réponse à la fois utile et agréable pour le développement du Cameroun. Toujours au Cameroun, une mission d'inspection de la Confédération africaine de football est donc dans le pays de Paul Biya depuis quelques jours déjà. Cette 4e mission est venue voir les avancées des chantiers pour la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueillera en 2019. Pour ce faire, le ministre des Sports, Bidou Pat, a donc tenu une conférence de presse durant laquelle il faisait l'état des avancées et des travaux pour cette CAN 2019. Et notre journaliste Patrick Albert Eya y était, son reportage. Le Cameroun accueille actuellement depuis le 10 novembre dernier et ce jusqu'au 15 du même mois une délégation de la Confédération africaine de football venue inspecter les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 que le Cameroun doit abriter.
Et en prélude donc à ce grand événement, le ministre des Sports et l'Éducation physique Bidung Pat, par ailleurs président du COCAN, a donné un point de presse où il a essayé de repréciser les avancées qui ont été déjà constatées par le Cameroun dans ce domaine. À 7 mois du début de la compétition, il faut relever que depuis la première visite d'inspection de la CAF, le Cameroun a fait d'importants efforts en vue de leur arrimage aux exigences de la CAF. S'agissant des infrastructures sportives, 34 stades, dont 7 pour la compétition et 26 pour les entraînements, sont en phase terminale pour les uns et opérationnels pour les autres dans les différentes villes hautes que sont Yaoundé, Garoua, Bafoussam, Douala et Boyalimbe. Le ministre va d'ailleurs s'appuyer sur la récente visite, celle-là de la CAF et de la FIFA, sur la sécurité qui venait de séjourner au Cameroun jusqu'au 28 du mois passé et qui s'en est allé avec un satisfecit total sur les préparatifs en matière de sécurité. Mais le ministre va aussi indiquer les axes sur lesquels va s'appuyer l'actuelle mission CAF qui est conduite par Anthony Bafoué de nationalité ghanéenne. Cette mission d'inspection sera composée de 7 personnalités et sera conduite par M. Anthony Bafoué, secrétaire général adjoint sport et développement de la CAF. Elle va concerner uniquement certaines infrastructures sportives dans les villes hautes de Yaoundé, Garoua, Bafoussam et Douala. Comme pour les précédentes visites d'inspection, le COCAN a pris toutes les dispositions pour assurer un séjour de travail honorable aux membres de la mission CAF, tant au plan de l'hébergement, de la logistique, que de celui du transport pour lequel un avion spécial a été affrété pour permettre les déplacements de Yaoundé vers les autres villes hautes afin de respecter scrupuleusement le chronogramme arrêté par la CAF. Les stades sont donc ainsi passés au peigne fin dans les villes hautes, à savoir Yaoundé, Bafoussam, Douala, Limbe et Boya, pour vérifier ce qui est fait dans ce domaine-là. Et sur ce point de vue, le Cameroun, qui s'appuie sur la déclaration d'Ahmad Ahmad, le président de la CAF, au sortir d'une audience à la présidente de la République, et qui disait, je cite, « La CAF n'avait pas un plan B pour ce qui est de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, ce qui veut dire en d'autres termes que celle-ci se tiendra au Cameroun, du moins si tout est fin prêt, le jour dit. » Au Ghana, le gouvernement a signé le 8 novembre 2018 un protocole d'accord pour la construction d'un métro aérien dans la ville d'Accra, lequel a donc pour objectif de faciliter le transport dans le pays. C'est un reportage de Junior Wafo. 2,6 milliards de dollars, c'est le montant de l'accord signé entre le gouvernement ghanéen et le consortium sud-africain Sky Investment pour la construction d'un métro aérien dans la capitale ghanéenne. Lancé début 2020, ce projet devra améliorer le système de transport en commun d'Accra en réduisant les coûts de déplacement des habitants. Ce dernier constitue aussi une solution au problème d'embouteillage auquel reste confrontée la capitale ghanéenne, en particulier après la détérioration de l'infrastructure ferroviaire du pays. C'est du moins ce que nous fait savoir Joe Garté, ministre ghanéen des chemins de fer et du développement. Rappelons que ce protocole d'accord a été signé en marge du Forum sur les investissements en Afrique de Johannesburg le 7 novembre dernier, sous l'égide de la Banque africaine de développement. Au Kenya, Kenya Airways continue sa conquête du ciel africain et donc Mogadiscio a été ajouté à la liste de la compagnie aérienne nationale pour donc les vols directs. Cette liste était déserte, il faut le rappeler. Les détails avec Tony Michael Menga. Dès ce jeudi 15 novembre 2018, la compagnie aérienne kenyane Kenya Airways lancera des vols directs pour Mogadiscio à raison de 7 par semaine. Selon le PDG de Kenya Airways, Sébastien Mikoz,
Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une politique d'expansion entreprise par Kenya Airways dans la Corne de l'Afrique. L'ajout de cette liaison au réseau kenyan montre la détermination du pays à améliorer la connectivité sur le continent africain tout en créant de nouvelles opportunités pour les investisseurs d'entreprises, les commerçants et les touristes. D'après les chiffres officiels, la Corne de l'Afrique fait partie des plus grands marchés d'exportation du Kenya. En 2017, les exportations du Kenya vers la Somalie ont grimpé de 33,5%. À ces échanges dynamiques s'ajoute l'atmosphère de paix qui prévaut dans la Corne de l'Afrique depuis une série de réconciliations entre les leaders de la région, notamment l'Éthiopie Abiy Ahmed, l'Érythréen Isaias Afwerki et le Somalien Mohamed Abdullahi Farmajo. En fin de semaine dernière, c'est la compagnie éthiopienne Ethiopian Airlines qui avait annoncé la reprise de ses vols à Mogadiscio. Ceci après plus de 41 ans d'absence. Nous restons en Afrique où un pacte sur la démocratie et l'information a donc été signé le 11 novembre 2018 à Paris. Ceci entre la Tunisie, le Burkina Faso et le Sénégal. Le dit pacte a pour objectif de réglementer les métiers de la communication en Afrique. C'est un reportage de Junior Wafo. Au regard des arrestations arbitraires qui pèsent sur certains journalistes africains, il était impératif de penser à la protection de ceux qui pratiquent les métiers de la communication, du moins sur le plan réglementaire. Pour y parvenir, l'organisation Reporters sans frontières a initié une rencontre entre le président Macky Sall et ses homologues Roch-Marc Kaboré et Beji Saïd Essebsi, laquelle a abouti à la signature d'un pacte pour protéger la liberté de la presse et lutter contre la désinformation sur le continent. Le pacte en question propose que l'espace mondial de l'information et de la communication soit considéré comme un bien commun dans lequel la liberté, le pluralisme et l'intégrité des informations sont garantis. Pour le président sénégalais, le droit à l'information n'étant pas uniquement pour les pays développés, les gouvernements africains s'efforcent de créer la condition d'un exercice libre des métiers de cette profession. Le Sénégal, la Tunisie et le Burkina Faso viennent ainsi grossir les rangs des pays signataires du pacte de Reporters sans frontières qui s'engagent à garantir sur leur sol la liberté de la presse. En Éthiopie, 63 officiers de l'armée et de renseignement ont été arrêtés et ils sont donc accusés de corruption et de violation de droits de l'homme. Cette information a été rendue publique ce 12 novembre 2018 par le procureur général du pays. C'est un reportage de Tony Michael Minga. Ce type d'arrestation dans l'armée n'est pas monnaie courante. Elle représente une nouvelle intonation de la politique éthiopienne par le Premier ministre Abiy Ahmed. 27 responsables ont été arrêtés pour corruption présumée et 36 ont été écroués pour violation présumée des droits de l'homme. Et ce, selon le procureur général. Il n'a pas précisé l'identité des suspects, mais il a indiqué lors de sa conférence de presse que certains avaient déjà comparu devant la justice. Les faits de corruption présumés, toujours selon lui, ont eu lieu à la Metals and Engineering Corporation, en abrégé METEC, une entreprise dirigée par l'armée. Des responsables de cette entreprise ont été impliqués dans l'achat de biens pour un montant de 2 milliards de dollars, soit 1,8 milliard d'euros, sans aucun appel d'offres. Abiy Ahmed, le Premier ministre du pays, avait publiquement admis plus tôt cette année que des responsables de la sécurité avaient en toute impunité commis des actes de torture et des violations des droits de l'homme. Lundi dernier, le procureur a précisé quelques-unes des accusations de service dans des prisons secrètes de la capitale d'Addis Abeba. Et d'ailleurs, le procureur général a indiqué par ailleurs qu'un officier du renseignement non identifié était soupçonné d'être impliqué dans l'attaque à la grenade lors d'un meeting en juin de Abiy qui avait fait 2 morts. Au Mali, au moins 3 personnes ont perdu la vie dans un attentat suicide à Gao. C'est dans le nord-est du pays et 4 autres personnes ont été blessées durant ce même attentat suicide. Les détails dans ce reportage signé par Lydiane Didi. De nouveaux innocents sur le carreau du terrorisme au Mali. 3 civils ont perdu la vie dans une attaque suicide contre un sous-traitant de l'ONU. Vers 20h GMT et local, un véhicule 4x4 piégé a fait irruption dans la cour d'une résidence au 8e quartier de Gao, sur la route Ouabaria.
L'explosion de la charge soutenue dans le dit véhicule a coûté la vie à 3 civils, blessant 2 autres, selon un bilan provisoire. La déflagration a également endommagé les habitations avoisinantes. Les forces de défense et de sécurité, appuyées par les forces partenaires internationales sur le terrain, se sont dépêchées pour encadrer cet autre drame. Des civils maliens qui habitaient non loin du bâtiment attaqué ou qui passaient par là ont perdu la vie. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jessim et Jenim, selon l'acronyme arabe, principale alliance djihadiste du Sahel liée à Al-Qaïda. Non loin, 2 Cambodgiens, un Sud-Africain et un Zimbabwéen travaillant pour une société sous-traitant de l'UNMAX, le service de déminage de l'ONU, ont été blessés lundi lors d'une attaque terroriste à Gao. C'est selon une source diplomatique occidentale au Mali. Le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous le coup de groupes djihadistes, en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France. Mais les zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU. Malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes, dont l'application accumule des retards. À quand l'arrêt de cette saignée pour le moins révoltante? Au Bénin, condamné à 4 ans de prison pour une affaire de faux médicaments, les grossistes et distributeurs de ces produits sont de nouveau devant la barre. Le procès du 13 novembre 2018 approfondira le dossier et il s'agira également de savoir si un verdict définitif sera prononcé. Les détails avec Khalid Mama. À ce sujet, l'audience se tiendra à la cour d'appel du tribunal de première instance de Cotonou. En addition aux 4 années de prison qui leur a été donnée, 100 millions de francs CFA d'amende étaient à payer. Une décision qui changera probablement ce 13 novembre car, au cours de la dernière audience, les conseils de ces grossistes ont plaidé pour la libération de leurs clients. Une plaidoirie qui n'a pas laissé les avocats de la partie civile et le ministère public sans voix. Ces derniers souhaiteraient que la culpabilité des accusés soit confirmée. Dans la même lancée, ceci justifie le renvoi du procès de ces répartiteurs de faux médicaments. Selon eux, il y avait des zones d'ombre à élucider par le juge de la cour d'appel en charge du dossier et pour cela, il fallait du temps afin d'approfondir l'analyse de ce dossier. En outre, il faut dire que les accusés dans ce dossier de faux médicaments ont été arrêtés lors de l'opération Pangea 9. Une opération mise sur pied par le gouvernement béninois dans le cadre de la lutte contre la vente des faux médicaments. Après plusieurs jours, les grossistes chargés de répartition de faux médicaments ont été mis en garde à vue. Ceci avant leur condamnation pour pratique d'une profession jugée illégale de pharmacie et la complicité dans la vente illicite des produits pharmaceutiques. À en croire la défense des mises en cause, le verdict du 13 mars dernier a été publié par la justice sans avoir considéré certains éléments qui pourraient changer le cours des choses. Enfin, avec les éléments obtenus pour la justice durant ce moment d'enquête, le verdict final pourrait être en faveur ou en défaveur des accusés. Et nous terminons ce bulletin d'information par le Nigeria, où le choléra continue de faire des dégâts dans le nord-est du pays, au point où le Conseil norvégien pour les réfugiés a détecté de nouveaux cas. Il s'agit de 10 000 personnes affectées et de 175 personnes décédées durant le début de ce mois de novembre 2018. Les détails dans ce reportage signé une fois de plus par Khalid Mama. Ce bilan ressort précisément des États d'Adamawa, de Borno et de Yobe. Selon le responsable du Conseil norvégien à Maïdougouri dans l'État de Borno, Jeannette Chierenaud a déclaré que l'une des causes principales de l'épidémie est l'accumulation des réfugiés dans les camps, ce qui rend difficile l'approvisionnement en eau potable et la fourniture des services d'hygiène favorables aux réfugiés. Sur ce regard, Jeannette Chierenaud sollicite auprès des dirigeants plus de terres afin de favoriser la décongestion des camps et la construction des points de santé et d'assainissement. Il faut dire que cette concentration de la population nigériane dans ces camps est favorisée par les multiples attaques de Boko Haram, ceci depuis 2009. À Maïdougouri, par exemple, elles sont 243 000 personnes déplacées dans les camps.
Ce surpeuplement crée ainsi un environnement confortable pour la propagation de l'épidémie choléra. Ceci ressort d'une déclaration faite par le Conseil norvégien pour les réfugiés en exercice au Nigeria. En guise de rappel, le choléra est causé par une bactérie transmise par les aliments comestibles ou de l'eau potable. Face à cette situation alarmante, le président du premier pays producteur du pétrole en Afrique, Muhammadu Buhari, a déclaré l'état d'urgence, ceci dans le secteur d'assainissement de l'eau potable au Nigeria. Et voilà qui met un thème à cette autre édition d'information en langue française sur Afrique Média. De votre fidélité, nous vous remercions. N'oubliez pas que nos programmes se poursuivent sur votre chaîne panafricaine. Sur ce, portez-vous bien.